Bonjour, bonjour, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va pas mal, aujourd'hui on va parler de Schumacher. Tu sais comment on appelle un chou qui fait des blagues? Un Schumacher. J'espère que ça va pour vous. Moi, j'avais très envie de vous parler de Michael Schumacher. Normalement, j'ai une audience qui est plutôt autour des 18-35 ans, ce qui fait que normalement, si vous voyez cette vidéo, vous voyez qui est Michael Schumacher. Et normalement, vous l'avez forcément vu déjà conduire une F1. Après, je viens de capter en disant ça que dernière année de Schumacher où il gagne, c'est 2006. 2006-2024, 18 ans. Ce qui fait que je suis vieux de ouf, putain. C'est un délire. Ah oui, bah non, bah vous avez pas forcément vu. J'avais vraiment envie de vous parler de Michael Schumacher. Et pas seulement parce qu'il est 7 fois champion du monde de Formule 1, ce qui, en soi, déjà justifie largement d'être un personnage intéressant. Ça, c'est pas le problème. À l'époque, ce mec a tellement gagné, ce mec a tellement dominé sa discipline que Schumacher, c'est devenu une star. Genre, peut-être que vous avez pas connu ça, mais à l'époque, Michael Schumacher, c'était un truc de fou. Tout le monde parlait de lui. C'était la star, c'était le mec de ouf. Il y avait des blagues carambars sur Michael Schumacher. T'as vu une blague carambar sur Lewis Hamilton? Non. Genre là, Max Verstappen, il gagne tout, c'est super. Il a même battu certains records de Michael Schumacher, d'accord. Est-ce que Max Verstappen est passé chez Michel Drucker? Non. Non. Est-ce que Max Verstappen a son personnage dans Cars? Non. Michael Schumacher, oui. Bah ouais, Michael Schumacher a un personnage dans Cars. Eh bah oui. Sébastien Vettel, c'est 4 fois champion du monde de Formule 1. Est-ce qu'il a fait une pub pour le Fiat Multipla? Non. Mais Michael, c'est impossible. Je l'ai vu. Multipla Fiat, singulier et pluriel. Et il a pas joué dans Astérix et Obélix, alors que Schumacher, si. On va les battre. Ok, on y va. Ok. Tout va bien, Michael. Tu as un dixième de sablier d'avance. Ok. Oui, là, c'est gênant. Hein. Et on commence l'histoire de Michael Schumacher par le début. On va pas réinventer non plus l'histoire des histoires, à un moment. Il a eu une enfance comme tout le monde, quoi. Michael Schumacher est né le 3 janvier 69 en Allemagne. Mais le truc à relever de l'enfance de Michael Schumacher, c'est qu'il était globalement issu d'une famille pauvre. Ça peut paraître totalement à côté de la plaque, puisqu'il y a plein de gens qui viennent de familles pauvres, mais en l'occurrence, pour un pilote de sport auto, c'est vraiment rare. Je veux pas faire des généralités, mais le sport auto, c'est quelque chose d'extrêmement cher. Et je pense qu'on est même sur le sport le plus cher qui existe. Il y a quoi en sport cher? Il y a le golf, mais en vrai, c'est plus les consommations à la buvette et les Bentley Garrett Vent qui coûtent cher. Le ski, mais une paire de skis, c'est même pas le prix d'une paire de disques céramiques pour une voiture de sport, donc l'un dans l'autre, bof. En même temps, c'est pas la natation qui va coûter cher, hein. Slip, c'est pas non plus... Ouais, ça peut être un beau slip. En vrai, je pense qu'en dehors des sports de voltige, genre les trucs qui impliquent des avions ou des hélicoptères, le sport auto, c'est le truc le plus cher qui existe. Et en général, quand tu veux être bon là-dedans, il faut en bouffer. Sauf que pour bouffer du sport auto, bah ça coûte super cher. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Lance Stroll, où c'est papa directement qui a racheté l'écurie pour que fiston il fasse du sport auto. Lance Stroll au dernier Grand Prix du Brésil, je vous rappelle, bac à gravier tout seul, tour de formation, même pas participé à la course. Papa a acheté une Aston Martin et une écurie de Formule 1, voilà. Nikita Mazepin dernièrement, ça marche aussi. Je pense qu'il y aura peut-être même moyen de vous faire un VTech de tous les pilotes de Formule 1 qui sont arrivés là uniquement parce que leur daron a de la thune. Après, si ça vous intéresse, ça peut être un sujet, hein. Faut juste me dire, moi. Si vous mettez un commentaire, d'ailleurs, pensez à mettre un pouce bleu et vous abonner au passage, ça coûte rien. Et ça me permet au passage de vous dire que Michael Schumacher, son premier kart, c'était un kart à pédale. Ouais, même gamin à 4 ans, c'est un truc qui le fascinait. Et son daron aussi. C'est comme ça que son daron lui fabriquera son premier karting, où c'était un kart à pédale avec un moteur de mobilette. Et une autre anecdote connue, c'est qu'il se sera pris un lampadaire avec ce kart. Faut pas s'affoler, on part du bas des anecdotes et puis on va doucement monter jusqu'en haut. Après, même si je vous spoil, mais il y aura pas une meilleure anecdote que Michael Schumacher chez Michel Drucker. Ça, pardon, mais c'est imbattable. Et Lewis Hamilton, je m'en tape, mais alors, Michael Schumacher chez Michel Drucker, waouh, waouh. Et le jeune Michael Schumacher sur son petit kart trafiqué, bah, il aime bien ça. Il commence à rouler et il demande à son père de lui fabriquer un kart un peu plus sérieux. Et c'est comme ça que son père lui fabriquera son premier vrai kart. Premier vrai kart avec lequel il ira rouler sur la piste la plus proche. Et le pire, c'est que même si c'était un bricolage, il était pas mauvais. Pas mauvais au point où avec ce kart tout pourri, il finira par battre plusieurs autres gamins. Notamment un dont son père est pété de thunes. C'est un mec qui s'appelait Gerd Noack et qui avait fait fortune en étant vendeur de tapis. Et pas une blague. C'est-à-dire que le premier mec qui a mis de l'argent dans la carrière de Schumacher était littéralement un vendeur de tapis. Et il battra un autre gamin qui était le fils d'un certain Monsieur Dilk. À une lettre près, il s'appelait Monsieur Dick. C'est ma
Pire blague depuis le début. Et au début, ces deux personnes vont commencer à être un peu des mécènes de Michael Schumacher. Ils vont lui acheter de l'équipement, des pièces pour son karting, puisqu'à la base, son père récupérait des pièces usées après les courses de karting de la piste d'à côté. Et pardon, mais l'histoire, elle est trop belle. Michael Schumacher va commencer à faire quelques courses en local et va commencer à être super pas mauvais. Au point où le fameux monsieur Dilk, qui l'a accompagné dès le début, va commencer à l'emmener au niveau supérieur. D'abord régional, puis national. Et il va tellement l'emmener loin que ça va devenir en quelque sorte son manager. Manager, c'est très vite dit, c'est plus savoir comme un mentor, comme un coach, où en gros il va l'accompagner partout, même quand ses parents l'accompagneront pas. Michael Schumacher s'exprimera sur cette période, notamment chez Michel Drucker. Je suis désolé de vous donner l'une des meilleures anecdotes dès le début, même si, rassurez-vous, j'en ai plein. Mais Michael Schumacher, d'accord, on prend cette info, on la met là, a vraiment participé à Vivement Dimanche avec Michel Drucker. L'image existe. Je suis le seul que ça rend fou. Ça me rend zinzin cette anecdote. Et dans cette interview, il s'exprimera sur son enfance, notamment sur le fait que Jürgen Dilk l'a accompagné un peu partout, même quand ses parents voulaient pas l'accompagner, parce que ses parents voulaient pas interférer et réduire leur relation. L'idée, c'est qu'ils voulaient se mettre un peu en recul pour le laisser faire sa course. Et aussi parce qu'il commençait à avoir un peu peur pour lui, parce que Michael Schumacher, il commence à conduire vite. Et Monsieur Dilk, il a un plan. Il veut emmener Schumacher faire le championnat d'Allemagne de karting. Rien que ça. Je rappelle qu'il y a 3/4 d'heure, il roulait sur un kart à pédale et il donnait une interview à Michel Drucker, pourquoi pas. Mais surtout, il voit en Michael le potentiel pour être champion du monde. C'est ce qu'on peut appeler être visionnaire. Et accessoirement, en 85, il termine 2e du championnat du monde de karting. Voilà, je rappelle que là, il a 16 ans et qu'il est déjà quasiment champion du monde de karting. Je sais pas ce que vous faisiez à 16 ans, moi je faisais rien de bien glorieux. 16 ans, je devais être certainement en train de manger mes crottes de nez. 2009, je jouais à GTA 4 en online, avec le casque avec une seule oreille. Rappelez-vous, vice-champion du monde de karting. Je suis une merde. Bon, 87, c'est champion d'Allemagne, champion d'Europe. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il était déjà énervant. Et c'est que le début, hein, dans 87, là. Hein. Alors, 87, c'est aussi l'année où, dans une réalité parallèle, Michael Schumacher arrête le sport auto. Ouais. En fait, cette année-là, ses parents lui ont mis plus ou moins un ultimatum, où ils lui ont dit, globalement, si tu peux arrêter, s'il te plaît, le karting et aller à l'école, puisque, bah, à force de faire des courses de karting, en fait, il allait pas vraiment à l'école. En même temps, c'est difficile d'être champion d'Allemagne, d'Europe, et aller à l'école dans tout ça. Déjà que j'avais du mal à aller à l'école juste quand j'avais que ça à faire. Et spoiler, il a pas écouté. Non, il s'en est foutu. En gros, ses parents le menaçaient, il lui a dit maintenant tu vas à l'école, et il a dit ok, pousse, je m'en fous. Et autre anecdote, c'est dans ces années-là aussi où Monsieur Dilk, lui aussi, va essayer de faire en sorte qu'il arrête. Cette fois-ci, la raison, c'est que Monsieur Dilk a perdu un ami très proche en sport auto, et voyant que Michael pouvait lui aussi perdre la vie en sport auto, il lui a demandé gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? J'ai eu beaucoup de peine, j'ai perdu un ami proche. J'aimerais pas que tu termines comme ça, tu vois, c'est mignon. Il lui a dit, ok, je m'en fous. On peut pas lui enlever, il est déterminé, hein. Ça, on peut pas lui enlever, ça. Et en 87, Michael Schumacher va commencer à faire de la Formule Ford. En gros, c'est un peu à voir comme de la F4 au Grand Prix Explorer. C'était des formules d'accès pour les pilotes plutôt jeunes qui étaient pas mauvais. Et lui, il est pas mauvais, puisqu'en 88, il fera vice-champion. Derrière Mika Salo. Je l'ai juste cité parce que son nom me flingue de rire. Il y a un mec sur la ligne qui s'appelle Salo. Il va se faire repérer pour faire de la Formule 3 et en 89, il va gagner le titre. D'ailleurs, qui donnera lieu à une image où un moment avec Mika Hakkinen, qui lui non plus était pas mauvais, il y aura une espèce de passe d'armes un peu solide, quoi. En gros, il y a Mika Hakkinen qui se rapproche dans le dernier tour, et puis Michael qui allait se faire dépasser, bah il se décale et il flingue Hakkinen. Ah, il va bien, hein, va bien. Mais sa voiture, elle est pas bien sur le moment. Voilà. Et ça commence déjà à marquer surtout un truc, c'est que Michael Schumacher, il est déterminé. Alors déjà, il a dit à tout le monde d'aller se faire foutre quand ils lui ont demandé d'arrêter, ça c'est pas le problème. Mais surtout, Michael Schumacher, en piste, il est Alors ça, je vous le donnerai en anecdote après, mais il y a un moment où il enlève son casque et il va se taper chez McLaren. Vraie anecdote. Et on arrive surtout en 91, où Michael Schumacher va commencer en parallèle un programme d'endurance chez Mercedes et va faire les 24 heures du Mans. Et pour sa première participation, il finira 5e. Ce qui déjà, est intéressant parce que faire 5e aux 24 heures du Mans à son âge, c'est un peu cool, surtout avec une voiture pas très performante et pas très fiable. Mais surtout, à cette occasion, il va rencontrer deux personnes très importantes. Jean Todt et Ross Brawn. Les deux vont avoir leur importance dans l'histoire, j'y viens. Et c'est en 91 que Michael Schumacher va enfin faire son entrée en Formule 1. Alors, l'entrée de Michael Schumacher en Formule 1, elle est un peu rigolote.
Parce que pour ce sujet-là, Michael Schumacher, il avait en quelque sorte un agent. Agent qui cherchait absolument à le caler en Formule 1, peu importe où. Sauf que vous savez, en Formule 1, les places, elles sont pas illimitées, il y en a très peu et bien gardées. Donc il faut attendre qu'il y en ait un qui fasse une connerie. Et ce mec, ce sera Bertrand Gachot. Bertrand Gachot, vous le connaissez sûrement pas, c'est normal, mais Bertrand Gachot, il s'est surtout illustré pour un truc. Il a fait de la prison. Alors, c'est pas une blague. Bertrand Gachot, c'est un pilote de l'écurie Jordan, et à un moment où il est à Londres, il va se taper avec un chauffeur de taxi. Voilà. Je suis désolé, c'est l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en se tapant avec le chauffeur de taxi, déjà, il va le cogner un peu, et surtout, il va lui mettre un coup de lacrymo. Sauf qu'en Grande-Bretagne, utiliser un objet, c'est considéré comme une agression avec une arme. Et ça, c'est de la prison. De ce que j'ai compris, on parle d'une altercation, une bagarre un peu chaude qui a fini avec un coup de lacrymo. Il a pris 18 mois à faire. Oui, là, à ce moment-là, il déconnait pas. Ouais. Je trouve que c'est un peu cher payé pour une tarte dans la gueule, mais en attendant, s'il avait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas Schumacher avec ce palmarès-là. L'effet papillon. Connaissez l'effet papillon? Un petit truc quelque part devient un grand truc par ailleurs. Une tarte dans la gueule à Londres en 91 fait 7 fois champion du monde. Moi, ça me va, ça me fait des super anecdotes pour des super épisodes. Donc, continuez de vous mettre des tartes dans la gueule. Son agent appelle le responsable de Jordan en lui disant « S'il te plaît, j'ai un mec, il est trop bien, prends Michael Schumacher, c'est super. » Ce à quoi il lui répond « Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, j'ai une écurie de Formule 1. Oui, j'ai un siège libre en Formule 1, mais je sais pas qui c'est ton gars. C'est un mec, il est fort, il est champion de Formule 3. Et en plus, ça tombe bien puisque c'est pour le Grand Prix de Belgique et il a conduit sur Spa plus d'une centaine de fois. Donc t'inquiète, il est trop fort, c'est le mec qu'il te faut. C'est pas vrai, il avait jamais conduit à Spa à cette époque-là. Il est rentré chez Jordan sur un mensonge. Après, encore une fois, super anecdote, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a Michel Drucker dans cet épisode. Et même si ce premier Grand Prix en Formule 1 termine sur une panne mécanique, en attendant dans les qualifs, il a fait mieux que son équipier, qui lui avait la voiture entre les mains depuis bien plus longtemps. Encore une fois, c'est énervant, n'hésitez pas à vous abonner, ça n'a aucun rapport. Et voyant ça, le directeur de l'écurie Jordan est vraiment intéressé. Il se dit, putain, le mec qui m'a ramené, il est bon, il est fort avec la voiture tout de suite, alors que la voiture c'est plus ou moins un saucisson. Et en voyant ça, le directeur d'écurie veut lui faire signer un contrat. Sauf que c'est à ce moment qu'entre en jeu un certain Flavio Briatore. Oh Flavio, comment tu vas? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai vu, t'étais chez Alpine ce mois-ci là. Oh là là, putain, en plus on a fait un VTEC sur toi. Je parlais de toi il y a pas longtemps. Paf, tu reviens en Formule 1. Et si vous vous rappelez bien de l'épisode que je vous ai fait sur Flavio Briatore était la première personne à rendre Michael Schumacher champion du monde. Pour votre anecdote, Flavio Briatore, je vous avais dit que c'était un petit blagueur. C'est-à-dire que lui, il est un peu entre deux eaux. Et Flavio Briatore, il est au courant d'un truc. C'est que Michael Schumacher, il a reçu un contrat de la part de chez Jordan. Et même s'il n'a pas signé le contrat, globalement, il a signé une lettre d'intention avant qui fait qu'il est plus ou moins obligé de signer le contrat. Sauf qu'on parle de Flavio Briatore. Sur conseil de Flavio Briatore, Michael Schumacher va modifier son contrat et va faire en sorte de faire signer à Jordan un contrat qui le désengage de Jordan. Et cette anecdote est vraie. Alors, c'est un peu fou à dire, mais il va plus ou moins falsifier le contrat. Et quand il va proposer le contrat en disant « Tiens, regarde, j'ai signé le contrat. Regarde, tu vois le contrat que je t'avais dit que je signerais? Bah, il est signé, il est juste là. Non, lis pas, s'il te plaît, lis pas. Signe, t'as signé? Merci, c'est bon. » Sauf que ce contrat, il était un peu merdeux, à l'avantage de Michael Schumacher. Ce qui fait qu'après avoir signé le contrat chez Jordan, Michael Schumacher est libéré de chez Jordan. En gros, ça change la signification de plusieurs phrases et le contrat, il vaut rien. Jusqu'à qu'il ait signé un contrat chez Flavio Briatore. J'adore l'anecdote. Je vous le glisse comme ça pour finir l'anecdote, mais ce qui s'est passé était pas légal. Ce qui fait qu'on est en 92 et Michael Schumacher commence sa carrière chez Benetton. Et cette année, elle est pas mal pour Schumacher puisqu'il finit 3e au championnat du monde des pilotes. C'est-à-dire que le mec vient de rentrer, il est déjà 3e. Devant Ayrton Senna. D'un côté, Ayrton Senna, cette année-là, il était 4e. Certes. Bien quand même, quoi. D'ailleurs, je vous mets une petite image de Schumacher et Senna, puisque au circuit de Nevers-Manicourt, donc déjà, la première anecdote, c'est qu'au circuit de Nevers-Manicourt, je vous rappelle qu'il y a eu Ayrton Senna et Michael Schumacher, qui se prenait la tête sur la piste. Oui. Pendant ce Grand Prix, Schumacher va aller percuter Ayrton Senna, et Ayrton Senna étant plus âgé et plus expérimenté que lui en Formule 1, à la fin va avoir une explication avec Schumacher. J'adore cette image où t'as un Ayrton Senna qui est ultra stylé avec son petit polo, son petit col comme ça, et puis il le prend et il dit « Écoute, faut pas faire des dépassements comme ça, c'est pas bien, tu vois, t'as cassé ma voiture, t'as cassé la tienne. »
personne n'y gagne. Je trouve cette image incroyable d'Ayrton Senna qui daronne Schumacher en lui expliquant gentiment, sans s'énerver, que s'il pouvait éviter de péter la voiture de tout le monde, ça pouvait être cool. Et du coup, l'épilogue de cette histoire, c'est que Schumacher prendra très mal cette image que vous avez vue. Très mal. Où il dira plus tard qu'il pensait que Senna ne le respectait pas, que Senna pensait que c'était un petit con. Et la daronnade, il a pas kiffé, à tel point que leurs relations sont tout de suite très mauvaises. Je rappelle que Schumacher a fait une erreur et il a percuté Senna, donc jusque-là, Senna était globalement dans son droit. Mais bon, libre à lui d'être un gamin, c'est pas grave. Cette rivalité s'arrêtera en 94 dans la fameuse course dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois où Senna perd la vie. Course qui d'ailleurs sera remportée par Michael Schumacher. Encore une fois, du coup, il y a deux anecdotes. Il y a la première anecdote où Schumacher remporte une course tristement célèbre et deuxièmement, ils ont quand même fait la course. Moi, ça aurait été moi, on aurait peut-être annulé pour ce week-end-là, c'était peut-être pas nécessaire, tu vois. Mais sachez en tout cas que cet événement a beaucoup marqué Michael Schumacher, puisqu'il dira lui-même dans plusieurs interviews que ce jour-là l'a un peu traumatisé. Et qu'à partir de ce jour, il a mis plusieurs années avant d'arrêter de penser au danger que représente la Formule 1, puisque oui, la Formule 1, encore aujourd'hui, c'est quand même un peu dangereux. Ce qui est d'autant plus sarcastique dans cette anecdote, c'est que Schumacher ne se fera jamais vraiment mal en Formule 1. Il se fera mal en moto et en ski, on le verra plus tard. Mais je trouve le concept un peu cocasse. Et 94 sera une année vraiment importante pour Michael Schumacher, puisque c'est la première année où il devient champion du monde. Alors, pour l'info, ça a été, au début, pas beaucoup disputé, parce qu'il a globalement tout gagné, et accessoirement que son principal rival n'est plus là. Mais au final, il était très proche, parce qu'il y a des moments où Michael Schumacher, il a été exclu. Ouais, ils lui ont enlevé 2 GP dans l'année. Parce qu'en fait, il y a un moment, il est derrière Damon Hill pendant un tour de formation, et il a dépassé Damon Hill. C'est pas autorisé, hein. Voilà, si vous vous posiez la question, c'est pas autorisé, faut pas le faire. Et en plus, quand ils lui ont dit de passer au stand pour purger une pénalité, il a fait le plein, ce qui est pas non plus n'importe quoi. Ce qui fait qu'il gagnera à quelques points le championnat du monde avec une bagarre finale un peu pourrie. En gros, il y a bagarre, Schumacher veut pas le laisser passer, gros crash, Schumacher gagne quand même, un peu naze, champion quand même. Après, si vous posiez la question si Schumacher méritait son titre en 94 ou pas, rassurez-vous, en 95, il flingue le championnat. Fin, hop là. 95, il a flingué tout le monde. Voilà, consomme-moins. Ce qui fait qu'en 95, Schumacher, c'est le pilote à avoir sur la ligne. Le mec est bon, le mec défend bien, le mec est charismatique, le mec connaît Michel Drucker. Et il y a une écurie qui commence à lorgner sur Michael Schumacher. C'est Ferrari. Et vous commencez à voir où je veux en venir dans ce VTech. Comment on connaît Schumacher dans les voitures rouges? Et ça commence en 96. Et l'année 96, attention, on s'accroche et t'as chié. Ouais, on peut pas être bon partout, hein. Alors oui, si Ferrari a pris Schumacher, c'est parce que Schumacher, il est très bon metteur au point. Le mec est plutôt bon en mécanique, il a fait des études là-dedans. Et Ferrari en 96, ils ont besoin d'aide là-dessus, vraiment. En fait, Ferrari, au début des années 90, ils sont pas très performants. La voiture est pas particulièrement rapide et même pas particulièrement fiable. Donc quand il se paye Schumacher, il paye le meilleur pilote de la ligne, d'accord, mais il paye aussi quelqu'un qui va améliorer la voiture. Alors il y a quand même une victoire en 96 incroyable sous la pluie où il te fait des dépassements de fou et il est arrivé avec 45 secondes d'avance. Je rappelle, avec une voiture pas ouf. Mais surtout, Schumacher va s'illustrer pour une chose, c'est que le mec bosse. Le mec reste tard sur le circuit pour travailler avec les ingénieurs. Le mec passe du temps avec les mécaniciens pour être sûr que tout soit bien ajusté comme il veut. Schumacher est vraiment impliqué. Et ça payera pas. L'année 97 est marquée par le fait que la voiture est un peu meilleure qu'avant. Ce qui est pas marquant du coup. La voiture est pas nulle, mais la voiture est pas dingue. Et surtout en face, on a un certain Jacques Villeneuve, qui est plutôt chaud et dans une voiture franchement pas mal. Après, l'année 97, elle est un peu cool parce qu'au Grand Prix de Jerez, il y a eu ex-aequo des 3 premiers pilotes en qualif. Il y a 3 pilotes, Schumacher, Villeneuve et Frentzen, qui ont fait le même chrono. Le même. Regarde. Ose me dire que c'est pas le même. Le même. C'est d'ailleurs la seule fois en Formule 1 qu'il y aura un ex-aequo de 3 personnes. Il y a eu d'autres ex-aequo de 2 personnes, mais alors de 3 personnes, ça c'est copieux. Alors ce que j'aime bien en sport auto, c'est qu'ils ont quand même prévu une règle dans ce cas-là. Voilà. Donc si t'es ex-aequo, c'est le premier à avoir fait son temps qui part en premier. Et le deuxième en deuxième, et le troisième en troisième. Et ce Grand Prix sera l'occasion d'une incroyable bagarre avec Villeneuve, puisque je rappelle qu'à ce Grand Prix, on joue le championnat du monde. Il y avait un tout petit peu de pression, et dans ce Grand Prix, Schumacher va percuter volontairement Villeneuve. Voilà. Alors c'est l'une des images les plus mémorables de la Formule 1, mais aussi l'une des moins sportives où, voilà, enfin je vous montre l'image, c'est, oui, enfin, ça les enfants, ça s'appelle fermer la porte. Et le pire, c'est que ça profitera pas à Schumacher. Déjà, Schumacher va perdre le championnat sur ce coup-là, mais surtout Schumacher va passer pour un con. Parce que Schumacher, quand il rentre au stand, il va donner une interview où il va dire que c'est la faute à Villeneuve. I wouldn't have made the corner and he wouldn't have made the corner, so he used me a little bit as a braking on top.
But, well, as I said before, I probably wouldn't have done anything different. À la fin, en revoyant le replay, Schumacher va reconnaître son erreur et va s'excuser auprès de Jacques Villeneuve. Mais ça ne changera rien puisque Schumacher sera disqualifié du championnat. Voilà. Il garde ses victoires, il garde ses points et juste plus dans le championnat. Et en plus, il va prendre une sauce dans la presse. L'année 98 ne sera pas vraiment payante pour Michael Schumacher non plus, mais nous donnera l'une des images les plus incroyables de la Formule 1. Chaque année, c'est une image incroyable. En gros, il y a un Grand Prix où ça joue le championnat du monde. Encore. Et il y a un problème, c'est qu'à un moment, Schumacher, en voulant dépasser Mika Häkkinen, le percute. Et en le percutant, il a perdu un tout petit élément de sa monoplace, à savoir une roue. Alors déjà, premièrement, on a cette image où Michael Schumacher rentre au stand sur 3 roues, ce qui est incroyable. Mais surtout, Schumacher sort de la Formule 1, un poil énervé, et alors là, il enlève son casque et il court chez McLaren pour aller se taper avec Coulthard. Incroyable. Genre, regarde, il y a un moment où ils vont se cogner. Ils vont se cogner. Il est entouré de plein d'autres gens derrière qui lui font « Arrête, tu vas te faire exclure, va pas le taper !» Il s'en fout, lui. Alors, Schumacher, il était aussi connu pour ça. Il était un peu sanguin, le garçon. C'est-à-dire que quand ça montait vite. Et en 99, attention, il a toujours pas gagné. Alors là, je suis en train de vous parler d'un mec qui a gagné 7 fois et pour l'instant, il a pas vraiment gagné chez Ferrari. Rassurez-vous, ça arrive. Et on est en 99 et c'est une année vraiment compliquée. Année compliquée puisqu'en Grande-Bretagne, à Silverstone, il a un gros accident. Accident qui va lui casser la jambe droite. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais la jambe droite, en général, en sport auto, ça peut servir. C'est pas nécessaire, on peut conduire avec des commandes au volant, mais disons que c'est plus pratique. Mais le problème, c'est qu'il s'est pas cassé la jambe droite, il s'est brisé la jambe droite. C'est-à-dire vraiment, c'est un puzzle, sa jambe droite. Ce qui va lui causer plus de 3 mois de convalescence. Et comme tous les grands sportifs, quand tu commences à te péter des trucs, ça commence à sentir le roussi. Il va revenir plus tard dans la saison pour essayer de faire en sorte que Ferrari gagne le championnat du monde des constructeurs, ce qu'il va arriver à faire, mais pas au prix d'une saison incroyable. Ouais, sa jambe lui fait encore très mal et il est moins performant qu'avant. Il est peut-être revenu un peu tôt de sa convalescence et à la fin 99, Schumacher, tout le monde le pense finito. C'est fou de se dire que le mec a eu une carrière comme celle-ci et qu'à un moment de sa carrière, les gens l'ont pensé fini. En 99, les gens commencent à se dire, peut-être que Michael Schumacher, il est pas si bon. Je rappelle que son dernier titre, c'était 95. On est 4 ans plus tard et il a gagné un championnat du monde des constructeurs. Et en plus, à la faveur du fait que son coéquipier était pas mauvais non plus. Et en plus, il s'est fait mal et on sait pas s'il va pouvoir revenir en forme. Donc en 99, on donne pas cher de sa peau. Alors, j'ai une anecdote avec Amixem qui une fois m'a dit « Les gens aiment tuer leurs idoles. Mais ce que les gens aiment encore plus, c'est les comebacks. » Et alors que tout le monde le pense finito, on arrive en 2000. Et en 2000... mon Dieu, le comeback. En 2000, Michael Schumacher va réaliser une saison de folie. Le mec bombarde. En 2000, Michael Schumacher va remporter 5 des 8 premiers Grands Prix de la saison. C'est-à-dire que là, quand il revient, il revient. Il va se taper toute l'année avec Mika Häkkinen et à la fin de la saison, alors que Häkkinen commence à revenir, oh là là, peut-être que Schumacher est menacé, on sait pas. 4 GP, 4 victoires. T'imagines qu'ils sont arrivés au dernier Grand Prix de l'année au Japon, où Schumacher, il était déjà champion du monde. Et en plus, au dernier Grand Prix, il a battu Häkkinen, et il a emporté, en plus de ça, le championnat du monde constructeur. C'est-à-dire, allez hop, ça c'est fait. Et le pire, c'est que ça, c'est que le début. C'est vraiment cette année-là qu'on arrive dans l'âge d'or de Michael Schumacher. Qu'on arrive au moment où Schumacher, on l'appelle le Baron Rouge. 2000, il avait déjà un peu claqué des culs, il était déjà pas mauvais. 2001, il a gagné 9 Grands Prix sur 17. 2001, il a marqué quasiment le double des points du deuxième David Coulthard. Quasiment le double du deuxième. Voilà. Et du coup, en 2001, ça fait déjà 4 fois champion du monde. Et si vous pensiez que 2001, c'était une année copieuse, rassurez-vous, il y a 2002. Alors 2002, c'est pas compliqué, il y a 17 Grands Prix. Et Schumacher finira sur le podium 17 fois. Chaque course est sur le podium. Chaque course. 11 fois sur les 17, il est à la première place et le reste du temps, il est deuxième ou troisième. 17 courses, 17 podiums. Je crois vous vous rendez pas compte. Chaque week-end, et je m'en souviens très bien quand on était au camping avec mon grand-père qui nous montrait la Formule 1 tous les week-ends. Chaque week-end, c'est Schumacher. Chaque week-end, il y a Schumacher, il gagne. Tu sais pas quelle place il aura sur le podium, il laisse sur le podium. Tu sais qu'à l'image de fin, il y a Schumacher. Chaque fois qu'il se déplaçait, c'était pour ramener une coupe. Genre, il devait avoir une valise pour les coupes. C'est un truc de fou. Chaque
Week-end, c'est un podium. D'ailleurs, anecdote, ça donnera lieu à une image pas jolie, parce qu'on le dit ici aussi, attention, on dénonce. Hein. Alors déjà, la dernière fois, c'était Verstappen, ça dénonçait. Alors cette fois-ci, au GP d'Autriche, c'est pas joli. Hein. Barrichello, qui est le deuxième pilote de l'équipe, est premier, ce qui est assez rare, parce que je vous rappelle qu'il partage le siège avec Michael Schumacher. Et alors que Barrichello est premier, qu'il n'y a rien qui menace le titre de Schumacher, ni le titre écurie, ils vont donner l'ordre à Barrichello de laisser la place à Schumacher. Voilà, alors ça, c'est une image de merde. Hein. Voilà, dernière ligne droite, et là, il freine pour écouter les ordres de l'écurie, et il finira du coup deuxième. Putain, j'aurais été Barrichello, je l'aurais pas bien pris. Moi, j'aurais pas freiné. Hein. Moi, tu me demandes ça, j'ai pas freiné. Eh oh. Je suis devant à la régulière, j'ai mérité, je suis premier. Hein. Ah non. Tel point qu'ils appelleront ça le doublé de la honte. Voilà. Mais j'aime bien, on dénonce ici. Hein, c'est pas bien. On est là pour le sport. Moi, je m'engage, moi. Moi, vous savez, moi, je m'engage, moi. Moi, j'ai des positions tranchées, d'accord? Moi, je trouve que le sport, c'est mieux quand c'est sportif. Sylvain, les termes, d'accord? Le sport, c'est sportif. Là, il y a des gens, ils doivent être chez eux, ils doivent se faire « Putain, Sylvain, il dénonce tellement. Putain, c'est un truc de ouf. Sylvain, c'est un truc de ouf comment le mec dénonce. Genre, le mec, il aime le Racing, il dit « Vive le Racing. » Les consignes d'équipe, trop nul. Le mec, c'est un ouf, c'est pas vrai. La vérité, c'est que vous êtes certainement sur vos chiottes en train de vous dire « Putain, qu'est-ce qui me saoule avec ces blagues de merde. » Alors quand même, malgré tout, je vous le place ici, mais en 2003, l'année, elle est plus compliquée. Parce que cette fois-ci, fait exceptionnel, Michael Schumacher a de la concurrence. T'imagines qu'il y a des gens, ils conduisent vite aussi et eux aussi veulent le titre. 2003, il a pas tout gagné non plus. Genre, il y a des victoires, ils lui ont échappé. Il y a un moment, il a pas été premier. Comment on fait? Je sais pas. Les gars, comment on fait? Attendez, pardon. On a la meilleure voiture du plateau, on a le meilleur pilote du plateau, on n'est pas premier. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? On fait du golf maintenant? On arrête personne? On va sortir les doigts du cul un peu quand même ou pas? Oh. 2003 Ferrari. Bon, après ils se sont ressaisis, ils ont gagné le championnat. Pilote et constructeur. Oui, parce que là, je vous fais la blague, comme quoi il y a de la concurrence, malgré tout, Schumacher reste bien au-dessus. Et ça fait 6 titres de champion du monde. 6. Ce qui fait qu'à l'époque, en 2003, quand il remporte le titre, déjà il en a 6. Ce qui fait qu'il dépasse Juan Manuel Fangio, qui en avait 5, et devient le pilote de Formule 1, le plus titré de l'histoire. Extrêmement calmement. De façon très calme. Très calme. Qu'est-ce que t'as fait mardi, toi? Rien, moi j'ai dépassé Fangio. En fait, tu vois, j'ai un record que personne n'a jamais battu dans l'histoire du sport auto. Et moi, je suis dans mon bureau à parler des gens qui ont une carrière. Faut croire qu'en 2003, ça les a un peu énervés. Parce que chez Ferrari, je sais pas, peut-être le fait que juste quelqu'un essaye de remporter le titre, c'est des fous en fait. Donc chez Ferrari, les 3 qui dirigeaient là, Ross Brawn, Jean Todt et Michael Schumacher, ils vont tous se mettre en rond autour d'un truc en disant les gars, c'est pas compliqué. On va faire l'une des meilleures voitures de l'histoire de la Formule 1. Et elle sera pilotée par le mec qui a le plus de titres de champion du monde. Est-ce que c'est bien clair? Ce qui fait qu'en 2004, on n'a pas une victoire, on a une humiliation. Alors, je vous donne quelques chiffres de l'année 2004 de Ferrari. Prenez une chaise, un tabouret, n'importe, même par terre. Je vous donne quelques chiffres de l'année 2004 de Ferrari. Ferrari, en 2004, ne va laisser échapper que 3 victoires dans l'année. C'est-à-dire que sur les 18 Grands Prix, 15 ont été gagnés par une Ferrari. Et attention, quand c'est pas gagné, c'est sur le podium. Ça s'appelle être un peu violent. Sur les 15 Grands Prix qu'a gagné Ferrari dans cette année, il y en a eu 8, c'est des doublés, c'est-à-dire premier, deuxième. Ensuite, sur les 15 victoires, 13 c'est Schumacher. 13 sur 18, c'est Schumacher. Le reste du temps, il est deuxième ou troisième. Ensuite, en 2004, Schumacher, c'est 7 victoires d'affilée. Sur les 13, il y en a 7, c'est d'affilée. Le seul moment où il a été un peu emmerdé de temps en temps, c'est qu'il y a un mec qui s'appelait Fernando Alonso qui venait un peu faire chier. Un peu. Après, la suite de l'histoire nous apprendra qu'il fera beaucoup plus chier. Mais on est encore en 2004. 2004 est une année incroyable pour Ferrari et qui marquera là le 7e titre de Michael Schumacher en Formule 1. Ça y est, le mec a gagné 7 fois. Sauf que 2004 marquera aussi le changement de réglementation en Formule 1. La FIA qui organise les Grands Prix de Formule 1, ils ont un objectif, faire de l'argent. La FIA, Fédération Internationale de l'Auto, tout ça, c'est une entreprise qui fait de la thune, d'accord? Et quand tu organises des Grands Prix de Formule 1, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire de la thune? Un pilote qui gagne tout. Le problème de cette domination incroyable, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu. Je vous dis que chaque putain de week-end, Schumacher est sur le podium. Et autant vous dire que si vous avez à peu près mon âge, vous vous souvenez forcément de ces grands prix chiants comme la pluie. C'est toujours pareil, c'est toujours Schumacher qui gagne. Tout comme dernièrement, c'est toujours Verstappen qui gagnait. Et on s'emmerde. On veut de la bagarre, on veut du sport, on veut que ça se batte, on veut que ça joue le titre jusqu'à la dernière course. Et là, Schumacher et Ferrari, c'est l'opposé, tu vois, c'est l'opposé de ce concept. Donc il n'y a plus d'enjeu.
d'enjeu. Et comme il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'intérêt. Et quand il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, on change la réglementation. En 2005, la réglementation change et elle est vraiment pas en faveur de Ferrari. En 2005, la FIA va limiter les pneus, les moteurs et surtout l'aéro. Le fond de l'histoire, pour le faire très simple, c'est que Ferrari travaille sur ses pneumatiques avec Bridgestone. Aujourd'hui en Formule 1, il y a un fournisseur unique de pneus, c'est Pirelli et pas un autre, mais à l'époque, il y en avait plusieurs. Et en 2005, il y a Michelin et Bridgestone. Si en 2005, la plupart des écuries sont passées chez Michelin parce qu'ils ont des meilleures performances, Ferrari est resté fidèle à Bridgestone. Et si tu cumules que les pneus sont moins performants avec cette nouvelle aéro, ça donne une voiture qui gagne plus. Mais genre plus du tout. Alors je suis menteur parce que la F2005 avec Schumacher, elle a gagné une fois. Elle a gagné quand il y avait personne d'autre en face. Voilà, alors, je reviens avec ma petite anecdote, mais c'est probablement l'une des courses que j'aime le plus dans l'histoire de la Formule 1. On en avait parlé dans la vidéo du camping, et je trouve ça incroyable, mais nous avons assisté en 2005 à l'un des Grands Prix les plus rocambolesques de l'histoire de la Formule 1. Au Grand Prix des États-Unis en 2005, le circuit a été resurfacé pour accueillir la Formule 1. C'est super, resurfacé, tu changes le bitume. Ils ont changé le bitume, il est tout neuf. Et il est super abrasif. Et pendant les essais et les qualifs, plusieurs Formule 1 vont éclater des pneus. Ce qui, j'ai pas besoin de vous le préciser, est super dangereux. Ne pouvant pas garantir la sécurité des pilotes et sous la grosse pression des écuries, Michelin se retire du Grand Prix des États-Unis. En pensant que la FIA allait annuler le Grand Prix. L'argent. La FIA va maintenir le Grand Prix en proposant aux équipes qui le souhaitent de participer. Toutes les équipes utilisant les pneus Michelin ne participant pas, il reste les 3 équipes qui utilisent des pneus Bridgestone. Et c'est comme ça que le Grand Prix se lance. Et ce jour-là, il n'y a que les écuries qui utilisaient les pneus Bridgestone qui se sont présentées à l'épreuve. C'est comme ça qu'on a cette image incroyable d'une grille avec 6 voitures. Et je trouve ça incroyable. Ça a été appelé le Grand Prix de la honte, puisque la FIA n'a pas remboursé les places aux spectateurs. Ils ont laissé les gens venir et payer, et ils ont laissé les 6 voitures rouler. Et autant l'année 2005 était un peu ratée pour Michael Schumacher, autant l'année 2006 est vraiment cool. Ce sera d'ailleurs l'une des plus belles saisons de l'histoire de la Formule 1, où il y a une vraie bagarre tous les week-ends avec Fernando Alonso. Et on a un dénouement incroyable qui pourrait faire partie de l'épisode des pires déceptions du sport auto, où au Grand Prix du Japon, alors que Michael Schumacher mène la course, et où Michael Schumacher peut encore jouer le titre, son moteur explose. En 2006, Schumacher perd potentiellement le titre sur une casse moteur à la dernière course, au dernier Grand Prix alors qu'il menait. Le seum qu'il a dû avoir. Mais c'est peut-être même pas l'information la plus importante puisque juste avant ce Grand Prix du Japon, Michael Schumacher a annoncé prendre sa retraite. Oui, comme ça, il a lâché ça comme ça, juste avant le Grand Prix du Japon. Petite conférence de presse, il arrive, il s'assoit et il dit « Au fait, je prends ma retraite alors que j'ai failli être champion du monde cette année-là. Let's go. Moi, je vais récupérer ma 599 GTB et je vous emmerde. » That I'm going to retire from racing. Et c'est comme ça que se termine la carrière de Michael Schumacher en 2006. 7 fois champion du monde, 91 victoires, 68 pole positions, 77 meilleurs tours. Une carrière de malade mental qui fait qu'aujourd'hui Michael Schumacher a encore 7 titres de champion du monde à égalité avec Lewis Hamilton. Et en Formule 1, personne n'a fait mieux. En théorie, il a toujours le record. Ex aequo, certes, quand même. Une carrière de fou furieux, qui est pas tout à fait finie. En 2007, Michael Schumacher n'est plus pilote, mais il est toujours chez Ferrari. Il aide à la mise au point des voitures et surtout, il est même là en tant que pilote d'essai. Quand même, après toutes ces années, il reste pas loin. Et il continue à faire d'autres trucs ailleurs, notamment de la moto. Je vous l'ai pas dit, mais Michael Schumacher était super bon motard. Et il y a un moment, il va se faire super mal en moto. En 2009, il a un grave accident de moto où il s'est fait mal à la nuque. Le genre d'info qui fait pas plaisir. Mais si vous voulez l'anecdote, il est sorti de l'hôpital le lendemain. Voilà, alors, ça c'est aussi un truc de pilote, c'est qu'en général, c'est une catégorie de gens que quand ils se font mal, ils s'en foutent. Le mec a failli se péter la nuque. Le lendemain, il est sorti de l'hosto. Parce que je cite, il avait pas de lésion cérébrale. Désolé, j'étais à 2 doigts de me péter la nuque, mais comme mon cerveau est pas atteint, on dit que je m'en vais. Let's go. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut. Oh Flavio! Ce qui va d'ailleurs reculer son premier retour en Formule 1. En 2009, il se passe un autre événement avec une image qui est un peu hard. Felipe Massa va se prendre à 250 km/h, un ressort de la Formule 1 qui le précédait, dans la tête. Jusque-là, le ton était léger et on pourrait se dire qu'avec un casque sur la tête, ça va. Je rappelle qu'une pièce en métal à 250 km/h en pleine tête, là, ce jour-là, Felipe Massa a frôlé la mort. Je vous laisse voir les images de son casque, c'est terrifiant. Suite à cet accident, Ferrari annoncera que Felipe Massa sera remplacé par Michael Schumacher le temps de sa convalescence. Sauf que Schumacher, il est en convalescence aussi
Il va faire plusieurs séances d'essai, mais face à la douleur de sa nuque, il sera obligé d'abandonner. Schumacher ne reviendra pas tout de suite en Formule 1. Rassurez-vous, il reviendra quelques mois plus tard. Alors, il reviendra pas en 2009, mais il reviendra en 2010. C'est joué à quelques mois, quoi. En 2010, coup de tonnerre! Michael Schumacher est de retour. Mais et cette fois-ci chez l'ennemi, Mercedes. Mercedes cherchait quelqu'un pour remplir son baquet, et comme la réglementation avait encore un peu évolué et que Michael Schumacher a des capacités en mise au point, il se retrouve chez Mercedes. Ce qui donnera une photo incroyable avec la SLS AMG, que je trouve trop cool. Et je vais passer rapidement dessus, puisque de 2010 à 2012, Michael Schumacher aura gagné une fois. Après, la voiture était vraiment pas bien aussi. Après, c'est cool quand même, hein. Moi, tu me proposes un baquet en Formule 1, même sur un Dacia Duster, j'y vais, hein. Attends. Et on arrive en 2012 et Michael Schumacher prend officiellement et définitivement sa retraite de la Formule 1. Il prend sa retraite pour se recentrer sur lui, profiter et se rapprocher de sa famille. Ce qui est 100% compréhensible. Puisqu'à cette époque-là, et je trouve que c'est important de le rappeler, Michael Schumacher est sur le toit du monde. Il a tout eu. Il a à ce moment-là le record des victoires des championnats du monde de Formule 1 et le mec est allé bien plus loin. Michael Schumacher à l'époque, c'est une star internationale. Michael Schumacher à l'époque, c'est un phénomène. Michael Schumacher à l'époque, c'est l'un des plus grands sportifs du monde, voire même l'une des plus grosses stars du monde. Dans sa carrière, ce sera aussi l'un des rares pilotes à avoir couru avec son frère, puisqu'on oublie que Michael Schumacher a un frère qui s'appelle Ralf Schumacher. Et à un moment, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont couru ensemble dans les mêmes années. Et c'est quand même incroyable de se dire que sur la grille, il y en avait deux, c'était la même famille. Tellement qu'au lieu de raccourcir le nom à SCH pour Schumacher, ils avaient mis MSC et RSC. Parce que si tu mettais SCH, comme il y en avait deux, tu sais pas lequel c'était. Bon, après, dans les faits, il y en a un qui était devant et l'autre qui était... Bon bref, allez, c'est pas le sujet. Autre anecdote incroyable, mais Michael Schumacher a été très rapidement ambassadeur de Bugatti, puisque Michael Schumacher était client privilégié de la EB110. Ça donnera lieu à cette photo qui est incroyable. Pour l'anecdote, il l'a gardée même pas un an, puisqu'il l'a sorti au Paul Ricard, il a perdu les freins au bout de la ligne droite et il l'a revendu en disant que c'était de la merde. Mais il a eu une Ferrari Enzo aussi. Michael Schumacher a été l'un des rares clients de la Ferrari Enzo directement de la part de chez Ferrari. C'est-à-dire que dans les clients connus de la Ferrari Enzo, il y a eu le pape et Michael Schumacher. Le pape qui, au lieu d'aller à Kiev, visiblement faisait des tours en Ferrari Enzo. Je rappelle que début des années 2000, Top Gear c'est l'émission automobile avec le plus d'audience au monde et qu'on a un épisode incroyable, légendaire, où le Stig soulève son casque et c'est en fait Michael Schumacher. Waouh! Alors pour l'anecdote de l'anecdote, ce n'était pas Michael Schumacher qui faisait le Stig le reste du temps. Non, je suis désolé, c'était débunk un paquet de fois, en fait c'était pas Schumacher, c'était juste pour cet épisode-là. Et s'ils l'ont fait pour cet épisode-là, 1, c'était parce que c'était trop stylé, mais 2, c'est parce que Ferrari ne voulait pas prêter la FX6 aux pilotes de Top Gear. En fait, à cette époque, Top Gear est rentré en contact avec Ferrari pour essayer la version radicale de la Enzo, la FX6. Sauf que Ferrari, ils ont dit, s'il y a une personne qui conduit la FX6, c'est Michael Schumacher. Fin des négociations. Et Top Gear, ils ont fait... D'accord, c'est comme ça qu'on voit la FX6 conduite par le Stig, qui est en réalité Michael Schumacher. Mais toutes ces anecdotes, c'est rien, puisque je vous rappelle que Michael Schumacher a rencontré Drucker, putain, vous l'avez... Je suis sûr qu'il y en avait qui avaient oublié l'anecdote. Je veux que tous les gens qui regardent cet épisode n'oublient jamais dans leur tête qu'il y a Drucker et Schumacher au même endroit, et ça fait 8 fois que je le dis, bah ça fera 9 fois. Un pilote incroyable pour une carrière incroyable. Le mec est bon en attaque, en mécanique, en mise au point, en défense, en longévité. Je vous ai même pas parlé du Grand Prix où pour gagner, Michael Schumacher a dû faire 70 tours de qualif. D'accord ? 70 tours de qualif. Tout à bloc et il a gagné. Un pilote mais de légende. Michael Schumacher a marqué le sport auto. Le sport auto est en partie ce qu'il est grâce à Michael Schumacher. On est à ce niveau-là de talent. Malheureusement, on arrive à la fin de l'histoire et je vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus parce que déjà vous connaissez tous et surtout je trouve pas que ce soit très pertinent. Je préfère qu'on se concentre sur les moments un peu cool, un peu heureux et qu'on en garde tous une bonne image. Mais vous êtes sûrement au courant qu'en 2013, Michael Schumacher a un gros accident de ski à Méribel. Je vous le fais simplement, mais il va aller dans une zone où il y a des cailloux, ça va le faire tomber et en tombant, son casque va heurter une roche. Sauf que sur son casque était fixée une GoPro et la GoPro va avoir effet d'un couteau. Ça va lui causer une hémorragie cérébrale qui va l'amener dans le coma et à partir de là, on n'aura plus vraiment d'infos. On sait aujourd'hui de la part de sa famille que Michael Schumacher n'est plus la personne qu'il était avant. Je vous laisse interpréter ce que veut dire cette phrase, mais sa famille a décidé de donner le minimum d'informations pour ne pas que ça devienne une sorte de sujet people, quoi. Pour pas qu'il y ait d'espèce de fascination morbide autour de sa personne ou pas qu'il y ait d'images moins glorieuses de
lui. Et je trouve que c'est plutôt cool de la part de sa famille. Après tout, c'est son intimité, je trouve ça bien qu'on lui foute la paix. Sa femme et son fils, Mick Schumacher, qui est aussi pilote, se sont exprimés sur ce sujet de façon assez respectueuse en disant que même s'ils pouvaient moins communiquer avec lui, que si c'était plus tout à fait la même personne, malgré tout, ils arrivaient quand même à rester soudés et à rester en contact autour de la passion du sport automobile. Et je trouve que ça fera une très bonne conclusion pour cet épisode. Laissons-les tranquilles, foutons-leur la paix, ils sont entre eux, et je pense qu'ils s'en occupent au mieux. Et je pense que c'est une bonne fin pour un pilote qui a été légendaire. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est vraiment important. Le pouce, le commentaire. N'hésitez pas à me dire en dessous si vous voulez qu'on passe en revue la vie d'un autre pilote. Je pense qu'il y a quelques carrières qui méritent d'être soulignées quand même. Et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Tu sais comment on appelle un chou qui fait des blagues? Un choumarreur!